بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Bienvenue, chers étudiants, dans une série d'exercices en électricité générale destinés aux étudiants de première année licence système informatique. Un moteur M à courant continu a une résistance interne R constante et une force électromotrice E' variant avec sa vitesse de rotation, donc avec la puissance mécanique qu'il fournit. Cette force électromotrice est nulle à l'arrêt. On réalise le montage ci-dessous. Première partie. On mesure VC moins VB égale 250 volts égale à E égale à une constante. R est égal à 12 ohms, I1 égale à 20 ampères quand le moteur est bloqué. I2 est égal à 8 ampères quand le moteur tourne à vitesse stabilisée. Dans ces conditions de fonctionnement déterminées, premièrement, la résistance interne R du moteur. Deuxièmement, sa force électromotrice E'. Troisièmement, la puissance mécanique fournie par le moteur. Deuxième partie, exprimée en fonction du courant I traversant le moteur. Premièrement, la puissance totale PBC dissipée dans la branche BC. Deuxièmement, la puissance PJ dissipée par effet Joule dans la branche BC. Troisièmement, la puissance mécanique PM fournie par le moteur. Essayons d'abord de comprendre notre schéma avant de représenter le circuit équivalent et de répondre aux questions. Pour représenter le circuit équivalent, on va remplacer le moteur par une force électromotrice et une résistance. Comment allons-nous choisir les pôles de E'? Ici, le E, c'est un générateur. Donc, ces pôles, nous avons ici toujours un pôle positif qui fournit le courant électrique et un pôle négatif. Maintenant, ce moteur est-il un générateur ou bien un récepteur? Bien sûr, c'est un générateur. Le courant électrique est dans ce sens-là. Puisque cette composante est un récepteur, dans ce cas, elle va consommer le courant électrique, elle va consommer l'énergie électrique. Donc, ce pôle-là, c'est un pôle positif qui va recevoir le courant électrique. Je rappelle que le sens du courant, par convention, c'est l'inverse du sens des électrons. Le sens du courant représente le sens de circulation des charges positives. Donc, d'après ce sens de courant, les charges positives circulent dans ce sens. Les charges négatives, c'est-à-dire les électrons, circulent dans ce sens-là. Donc, ce pôle reçoit le courant. Il va consommer l'énergie électrique, donc c'est un pôle positif. Ce pôle-là, c'est un pôle négatif. Donc, lorsque la composante fournit un courant ou une énergie électrique, ce pôle-là doit être positif. Lorsqu'elle reçoit le courant électrique et qu'elle consomme l'énergie, ce pôle-là doit être positif. Passons à l'ampèremètre et le voltmètre. Normalement, l'ampèremètre a une résistance interne R. Cette résistance ne doit pas
ne doit pas influencer la mesure du courant. Pourquoi l'ampèremètre est lié et monté en série? Parce que nous voulons mesurer le courant qui passe dans cette branche. Et vous savez très bien que nous avons le même courant lorsque l'association est en série. C'est pour ça l'ampèremètre est toujours associé en série. Dans une association en série, on somme les résistances. Donc, pour que la résistance interne de l'ampèremètre n'influe pas la mesure, alors il faut qu'elle soit négligeable. Il faut qu'elle soit approximative. Il faut qu'elle soit, bien sûr, elle n'est pas nulle, mais il faut qu'elle soit négligeable. Ça, c'est pour l'ampèremètre. Donc, l'ampèremètre est remplacé par un circuit, un court-circuit. Court-circuit. C'est-à-dire un fil dans un réseau équivalent. Passons maintenant au voltmètre. Le voltmètre est monté en parallèle. Pourquoi? Parce que vous savez que dans un montage en parallèle, la différence de potentiel, c'est la même. Ce point-là et ce point sont identiques et ont le même potentiel. Ce point-là et ce point-là sont identiques et ont le même potentiel. Donc la différence de potentiel mesurée aux bornes du voltmètre est la même différence de potentiel mesurée aux bornes CB. Donc c'est pour cette raison qu'il est monté en parallèle. Maintenant, si la résistance interne du voltmètre est ρ, comment doit-on la choisir pour qu'elle n'influe pas la mesure? Si on la choisit comme le cas de l'ampèremètre, un court-circuit, remarquez qu'est-ce qui va se produire. Si ici était un court-circuit, alors le courant va favoriser ce chemin, donc il ne va pas passer par ce chemin. Il n'est pas possible de choisir un court-circuit. Pour comprendre le phénomène, il faut le comparer au phénomène du courant de l'eau, par exemple. Si vous avez une eau qui coule et que vous avez une canalisation, si vous avez deux canalisations, une où il n'y a pas de résistance et une autre où vous avez des blocs, par exemple, des blocs, des obstacles. Bien sûr, l'eau va choisir, le courant d'eau va choisir la canalisation où il n'y a pas de résistance. Mais nous, on ne veut pas que le voltmètre influe la mesure. Donc, il faut qu'il y ait un blocage ici. Il faut que la résistance soit infinie. Il faut qu'on bloque cette canalisation. Alors, il faut que la résistance soit infinie pour que le courant passe uniquement par cette branche et qu'il ne puisse pas passer par le voltmètre. Donc, essayez de comparer le courant d'eau avec le courant électrique pour comprendre le phénomène. Donc, la résistance du voltmètre doit être infinie. Si vous appliquez les lois d'association de résistance, bien sûr, l'inverse, en somme, l'inverse des résistances. Si on veut que l'inverse de la résistance soit nulle, il faut que la résistance soit infinie. Alors, le voltmètre est remplacé par un circuit ouvert avec une résistance infinie de sorte que le courant ne puisse pas passer par cette branche-là et que la majorité du courant, si ce n'est pas tout le courant, passe uniquement par cette branche.
Donc généralement, la résistance interne de l'ampèremètre est de l'ordre de l'ohm, un ohm, un demi-ohm. La résistance interne du voltmètre est de l'ordre de 10 000 ohms pour que le courant soit nul, le courant qui passe par le voltmètre soit approximativement nul. Alors passons maintenant à la solution de l'exercice. Donc, dans notre première question, nous voulons calculer la résistance interne et la force contre-électromotrice du moteur. Donc, vous avez deux inconnus. Est-ce que vous pouvez appliquer ici la loi des nœuds? Bien sûr que non, parce que nous n'avons pas de nœuds ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On néglige l'existence du voltmètre, on néglige l'existence de l'ampèremètre, donc nous avons uniquement une maille. Pas de nœud, pas de loi de nœud. Alors nous avons uniquement un seul courant qui circule dans cette maille. Il n'est pas possible d'appliquer la loi des nœuds. On va uniquement appliquer la loi des mailles. Combien de mailles avons-nous ici? Nous avons uniquement une seule maille. Une seule maille, donc une seule équation. Comment faire pour résoudre, pour trouver deux inconnus alors qu'on a uniquement une seule maille? C'est pour cette raison que nous avons fait deux expériences. La première pour un moteur bloqué, c'est-à-dire E' égale à 0. On va obtenir une équation. La deuxième pour un moteur en marche, c'est-à-dire E' différent de 0. Alors, dans les deux cas, nous allons obtenir uniquement une équation. Donc, on va commencer par trouver la résistance interne et on va commencer par le cas d'un moteur bloqué. Pourquoi? Parce que nous connaissons la valeur de E', c'est-à-dire E'0. Alors, première question. A, résistance interne du moteur R. On va choisir K, le cas d'un moteur bloqué. C'est-à-dire le E' est égal à 0. Représentant le circuit équivalent dans ce cas, pour le générateur, nous avons pôle positif, pôle négatif. Si vous voulez, vous pouvez ajouter les signes, mais ce n'est pas nécessaire. E. Le courant qui passe ici, c'est le courant I1. Dans le cas d'un générateur bloqué. Dans le cas d'un moteur bloqué. L'ampèremètre est remplacé par un court circuit, c'est-à-dire un fil qui n'a pas de résistance. Une résistance presque nulle. Point ou nœud C, la résistance R. Le moteur, nous avons une résistance interne R et le E' est égal à 0. Donc, on va, puisque E' dans ce cas est égal à 0, on va le remplacer par un fil. B. Ici, voici notre voltmètre. On le remplace par un circuit ouvert. Appliquons la loi des mailles.
Dans cette loi des mailles, bien sûr, le sens positif, c'est le même sens que celui du courant de branche, puisque nous avons uniquement un seul courant. Alors, le premier côté de l'équation, le premier côté, c'est E. Plus ou moins, vous voyez que le courant I1 sort du pôle positif, donc plus, et vous avez uniquement une seule composante qui est E, est égale à. Dans cette maille, il existe un seul courant qui circule, qui est I1. Il circule dans la résistance R plus R. Et c'est tout. Essayons de trouver R. R est égal donc à E sur I1. Nous avons divisé E sur I1 moins R. Remplaçons. Le E, c'est la différence de potentiel VCB. Donc, E est égal à VCB est égal à 250 volts. Donc, 250 volts divisé par I1 qui est, dans notre cas ici, égal, d'après les données A, 20 ampères, moins la résistance R qui est 12 ohms. Enfin, nous trouvons R 0,5 ohms. Voici la résistance interne dans le premier cas. Passons maintenant à la deuxième partie, B, qui est la force contre-électromotrice du moteur, c'est-à-dire E'. Dans ce cas, on va choisir le deuxième cas qui est moteur en marche. C'est-à-dire E' différent de 0. Le circuit équivalent la même chose, sauf que ici, E' n'est pas nul. Donc, voici notre générateur E. Le courant ici, c'est le deuxième cas qui est I2. L'ampèremètre court-circuit, résistance R. Le moteur sera remplacé par une résistance interne et par une force électromotrice. Voyons les bornes. Voici notre moteur, voici notre E'. Vous voyez que le courant ici entre à cette borne. Donc, cette borne reçoit le courant, c'est cette borne qui doit être positive. La borne négative, le courant sort de la borne négative. Rappelez-vous très bien, dans un générateur, le courant sort de la borne positive. Dans un récepteur, le courant sort de la borne négative. Voici le R. Appliquons la loi des mailles. Donc, la première partie, nous allons commencer d'un point et nous revenons au même point. On trouve E. Le courant sort du pôle positif, donc nous avons plus. Ensuite, on va trouver le E'. Le courant sort du pôle négatif, donc nous avons moins. Rappelons que lorsque nous avons une seule maille, ce n'est pas nécessaire de représenter le sens positif. Le sens positif, c'est le même que celui du courant.
il n'est pas nécessaire de représenter un sens positif de la main, est égal. Passons au deuxième côté, nous avons uniquement une seule maille où il passe un seul courant I2. Donc à partir de ce point jusqu'en revenant à ce point, nous trouvons uniquement le courant I2, bien sûr le signe positif, puisque c'est le I2 qui représente le sens positif. Quelles sont les résistances que traverse I2? Nous avons grand R, petit r, et nous revenons au point. L'inconnu ici, c'est E' est égal à, on va mettre E' dans le deuxième côté, il reste E. Ce terme, on va le mettre dans le premier côté, donc moins I2 R plus petit r. E', c'est 250 volts, moins I2 est égal à 8 ampères. Grand R, c'est 12, plus petit r, 0,5 ohm. E' est égal à 150 volts. Ainsi, nous avons trouvé la force électromotrice, contre-électromotrice du moteur. Troisième partie, c'est la puissance mécanique fournie par le moteur. P1. Alors, nous avons deux types de puissance. La première, dans tous les cas, la puissance, c'est delta V fois I. C'est la différence de potentiel fois I. Dans notre exercice, l'énergie mécanique, l'énergie électrique est transformée par le moteur en une énergie mécanique. Donc ici, la question c'est la puissance mécanique fournie par le moteur. Donc PM, c'est l'énergie, et c'est la force contre-électromotrice E' du moteur multipliée par le I. Bien sûr, c'est le I2 lorsqu'il est en marche. Nous remplaçons E', nous avons trouvé 150 fois I2. La puissance mécanique fournie par le moteur lorsqu'il est en marche, c'est 1200 watts. Passons maintenant à la deuxième question. On nous demande d'exprimer en fonction du courant I traversant le moteur la puissance totale PBC. Nous avions une force électromotrice, un générateur, courant I. Nous avons une résistance R, résistance interne et une force contre-électromotrice E'. B, C et B. On nous demande trois types de puissance. La puissance totale entre B et C. La puissance dissipée par effet Joule. Par effet Joule, nous avons ici deux résistances. Donc, l'énergie dissipée par effet Joule sera dissipée dans ces deux résistances. Et la puissance mécanique, nous avons calculé cette puissance dans le cas de I2 fournie par le moteur. Donc A, énergie totale. Énergie totale, P, C, B. Donc vous remarquez ici que l'énergie, la puissance totale
dissipée dans cette branche est obtenue à partir de ce générateur. Ce point, c'est le même point ici. Ce point B est identique à ce point. Donc, en réalité, PCB est égal à E fois I. Donc, PCB est égal à E fois I. B, ça c'est l'énergie totale. C'est aussi, on peut la calculer à partir de cette branche. PCB, c'est le courant I qui passe par R et R. La puissance dissipée dans R, c'est RI carré. Puissance plus la puissance dissipée en petit r, c'est petit r I carré, plus la puissance dissipée dans le moteur, c'est E' I. Donc, vous avez deux moyens. Ou bien calculer l'énergie fournie par le moteur, par le générateur, ou bien vous calculez l'énergie dissipée dans la branche CB. Bien sûr, d'après la loi de conservation de l'énergie fournie par le générateur est égale à l'énergie consommée dans le circuit. Deuxièmement, puissance dissipée ici, c'est la puissance, non pas l'énergie. Si on veut calculer l'énergie, on va multiplier par le temps, la puissance par le temps pour trouver l'énergie totale fournie ou dissipée dans le réseau pendant un temps T. Puissance dissipée par effet Joule par effet Joule, c'est PJ. Dans la branche CB, PJ normalement c'est la somme des résistances fois le courant au carré, I carré. Bien sûr, les résistances ou la résistance équivalente multipliée par I carré. Vous avez ici, plutôt je préfère écrire résistance équivalente par I carré. Pourquoi? Parce que dans ce cas, si nous avons la somme des résistances, c'est uniquement parce que les résistances sont liées en série. Si elles n'étaient pas liées en série, donc vous n'avez pas le droit de prendre la somme des résistances. Donc R équivalente fois I carré. R équivalente ici, c'est la résistance R plus petit r I carré. Nous avons sommé parce que nous avons ici un montage en série. Passons maintenant à la puissance mécanique. C'est semblable à ce qu'on a fait avant. C'est puissance mécanique fournie par le moteur PM. Bien sûr, c'est la force électrique E' multipliée par I. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que la puissance totale PCB est égale à la somme de la puissance dissipée par effet Joule plus la puissance mécanique. Donc, PCB est égal à la puissance dissipée par effet Joule plus la puissance mécanique fournie par le moteur est égal à la puissance totale, c'est-à-dire la puissance fournie par le générateur dans le circuit. Merci de votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.